Nick et Jolie se sont mariés il y a 3 ans. Franchement, Nick n'aurait pas épousé Jolie si elle n'avait pas hérité de l'entreprise à la suite du décès inattendu de son père. Son père, un homme d'affaires apparemment robuste et jeune, est décédé subitement à la suite d'une attaque cérébrale. Jolie était la seule héritière de Monsieur Macmillan, dont elle était l'unique enfant. C'est pourquoi Nick, un homme charmant mais paresseux, habitué à vivre au crochet des femmes, s'intéresse à elle. Jolie est séduite par les promesses charismatiques de Nick, qui lui propose de rester avec elle jusqu'à ce qu'une opportunité plus lucrative se présente. Cependant, il devient rapidement évident que l'opportunité la plus avantageuse dans sa vie est Jolie elle-même. L'immense richesse de son père étant désormais sous son contrôle, Nick a vu le potentiel de manipuler l'affection qu'elle lui porte pour accéder à sa fortune. Tout semble aller comme sur des roulettes pour Nick. Jolie est en plein deuil, son père était son pilier et la personne la plus importante de sa vie. Nick l'a rapidement comblé de soins et de soutien pendant cette période difficile. Et la jeune et inexpérimentée Jolie n'était pas consciente que Nick dissimulait encore plus ses véritables intentions sous l'apparence de l'attention et du soutien. Jusqu'à leur mariage, il s'est présenté comme quelqu'un de bien, s'assurant qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Après les funérailles, il l'a demandée en mariage, lui suggérant d'attendre qu'elle ait surmonté la période de deuil de son père. Nick est doué pour la tromperie, la manipulation et les faux dashs semblants. Elle avait la capacité de s'adapter et de répondre aux attentes sans effort. S'il n'investissait pas beaucoup d'efforts avec ses riches partenaires car il pensait qu'il y en aurait toujours une autre, Jolie était différente. Sa valeur était indéniable pour lui, et il était prêt à faire des efforts car il savait qu'il ne serait pas vain. Cependant, un obstacle inattendu surgit d'une source imprévue. L'ami proche du père de Jolie, qui était également son parrain et le principal adjoint de la société, a posé le premier défi. M. Chinland a rapidement compris que Jolie était profondément amoureuse et déterminée à se marier, cherchant à combler le vide laissé par le décès de son père. Pourtant, astucieux, Monsieur Chinland a insisté sur un contrat prénuptial, persuadant finalement Jolie, malgré ses réticences initiales. Nick, c'est une question d'affaires, tu ne le vois pas? Jolie répète les paroles de Monsieur Chinland. Se sentant humilié, Nick proteste, tu crois que j'ai besoin de ton argent? Malgré le manque de sens financier de Jolie, qui a passé sa vie dans l'opulence, elle était avisée dans d'autres domaines. Une fois qu'elle s'est fixé un objectif, elle le poursuit sans relâche. Nick, acculé, finit par accepter toutes les conditions de Monsieur Chinland. Le contrat de mariage était standard, mais il négligeait complètement les droits de Nick. Il était clair que l'entreprise et tous les autres biens hérités du père de Jolie ne pouvaient pas être partagés en tant que propriété commune par les époux. Nick s'attendait à recevoir une partie des bénéfices, à acquérir de nouveaux biens et des propriétés. Cependant, le contrat rédigé par un avocat de haut niveau a privé Nick de ses opportunités. Malgré cela, Nick pensait que le mariage lui serait bénéfique, car il aurait accès aux finances de sa femme sans contrôle et pourrait accumuler du capital pour l'avenir. Il prévoyait de retirer quotidiennement de l'argent du budget commun et de le transférer sur ses propres comptes. Mais Nick s'est trompé. Car Monsieur Chinland, une personne dévouée, respectable et responsable, a non seulement supervisé les affaires financières de Jolie dans le cadre de son activité professionnelle, mais a également géré ses finances personnelles. Nick ne disposait que de fonds limités pour ses dépenses personnelles, mais il gardait espoir en l'avenir, attendant de voir comment les choses allaient se dérouler. Finalement, sa patience a été récompensée. Depuis le jour de leur mariage, Angelina Jolie a essayé de concevoir un enfant, désirant ardemment être mère. Chaque nouvelle tentative lui apportait déception et amertume. Dans un premier temps, elle attribue cela à la nervosité et au stress provoqué par son rythme de vie effréné. Prenant elle-même le contrôle de l'entreprise, elle apprend en permanence, ce qui est naturellement épuisant. Après plus d'1 an de tentatives infructueuses, la femme a demandé l'aide de spécialistes, a subi un examen médical complet et a identifié la cause de ses échecs. Les symptômes de Angelina Jolie, qu'elle avait attribués à une vie active, se sont révélés alarmants. Son corps l'avertissait de problèmes, mais elle n'en tenait pas compte. Finalement,
Les médecins ont diagnostiqué un cancer. Elle a subi près de 2 ans de traitement et de souffrance, mais sans grand succès. Pendant toute cette période, Nick n'a joué le rôle de mari que de NOM. Et elle avait tout intérêt à ce que Jolie n'existe pas, ce qu'il n'a pas réussi à dissimuler efficacement. Bien qu'il n'en ait jamais parlé ouvertement, Jolie était au courant des nombreuses femmes avec lesquelles son mari l'avait trompé. Nick se croyait doué pour la tromperie et la manipulation, pensant qu'il parvenait à se comporter en mari attentionné envers une femme mourante. Il s'estimait chanceux et pensait qu'il lui suffisait d'endurer un peu plus longtemps pour atteindre le résultat souhaité. Cependant, le comportement de Nick a été condamné et discuté par tout le monde, depuis les infirmières et le personnel des hôpitaux où Jolie était soignée, jusqu'à Monsieur Chinland. Ce dernier est furieux et se sent impuissant. Et elle ne comprenait pas pourquoi Jolie voulait désespérément sauver son mariage alors qu'il était sur le point de s'effondrer. De plus, il s'inquiétait du fait que Jolie n'avait pas rédigé de testament, laissant automatiquement son mari comme seul héritier. Cette crapule hériterait de tout, y compris des biens de Jolie et de ce que ses pères avaient apporté. Tous leurs efforts auraient été vains, une entreprise futile. Monsieur Chinland était convaincu que Nick, l'héritier peu recommandable, dilapiderait tous les biens en quelques années. Cependant, le vieil homme hésite à aborder un sujet aussi sensible avec sa filleule qui, jusqu'à récemment, respirait la vitalité et la vigueur, mais qui se trouve maintenant dans une situation désastreuse. Elle était en phase terminale et ses jours étaient comptés, se réduisant à quelques semaines. Nick était déjà en train de manigancer, anticipant avec impatience l'héritage, envisageant de se débarrasser de sa femme malade pour un gain substantiel. Chinland espérait éviter d'entamer la discussion sur le testament, et heureusement, Jolie a pris les devants, entamant elle-même la conversation. Sa révélation l'a laissé stupéfait, car elle avait méthodiquement orchestré ses plans avec finesse et un niveau d'impitoyabilité qu'il n'avait pas prévu. En effet, la vengeance est un plat qui se mange froid, et Jolie a exécuté son plan de manière impeccable. Le processus n'a pas demandé beaucoup de temps ni d'effort à Jolie pour le concevoir et le mener à bien, ce qui lui a permis de réaliser ses principales aspirations avant de quitter cette vie. Malheureusement, les proches d'Angelina Jolie n'ont pas été témoins d'une guérison miraculeuse, car elle est décédée sans avoir recouvré la santé. Elle a méticuleusement organisé les détails de ses funérailles, faisant preuve de sérénité et de détermination tout en exprimant clairement ses dernières volontés. Le lendemain de la cérémonie d'adieu, le notaire a contacté les personnes nommées dans le testament de Jolie et a demandé leur présence pour une annonce importante. Nick a été surpris par cette nouvelle. Et elle avait l'impression que sa femme n'avait pas préparé de document officiel décrivant la répartition de ses biens à sa mort, supposant qu'il hériterait automatiquement de tout, conformément aux directives légales habituelles. Malgré son incertitude, Nick décide de se rendre à la réunion prévue, accompagné de sa nouvelle compagne Shirley, d'une beauté saisissante. En entrant dans le bureau du notaire, Nick remarque Monsieur Chinland et Kurt Turgon, l'ami de Jolie. Mais ce qui le surprend, c'est que Kurt n'est pas seul, il pousse une poussette dans laquelle se trouve un petit garçon, ce que Nick ignorait jusqu'alors. Bien qu'il ne soit pas un expert dans un domaine particulier, Nick est loin d'être naïf. Et elle comprend rapidement qu'un motif caché est en jeu et qu'il a été dépassé. Malgré un sentiment de trahison, la curiosité de Nick prend le dessus. Et elle souhaite dévoiler les intentions de Jolie, même s'il semble évident que son testament contiendra probablement des dispositions humiliantes pour lui. Pendant une quinzaine de minutes, les personnes présentes sont restées dans un silence gênant, chacune occupant une partie différente de la pièce. Personne d'autre ne s'est joint à l'assemblée. Le notaire prolongea délibérément la phase d'introduction, expliquant l'importance de l'occasion et le privilège de divulguer les dernières volontés et le testament du défunt. Même à ce moment-là, Nick pouvait sentir au sourire narquois qui persistait sur le visage de Monsieur Chinland que les détails du testament n'étaient connus que de lui. Enfin, Nick entend le notaire déclarer « À mon mari légitime, Nick, je te déshérite », ces simples mots véhiculant un message profond. Le notaire jette alors un coup d'œil à Nick, lui demandant s'il saisit la gravité de cette déclaration. L'homme humilié ne peut que hocher la tête en guise de réponse. À ce moment-là, Shirley tente de se lever d'un air de défi, mais Nick la retient,
sans tenir compte de son expression perplexe. Même s'il souhaitait lui aussi quitter rapidement la scène de son embarras public, le drame était loin d'être terminé, et les participants attendaient sa conclusion. Après une brève pause, le notaire poursuivit: « Je laisse tous mes biens personnels à mon fils unique, Robert Turgut. Jusqu'à ce qu'il devienne adulte, je désigne son père, Kurt Turgon, et Monsieur Chinland comme ses tuteurs et administrateurs. » Une révélation glaçante frappa Nick comme un coup physique. Le fils de Kurt, pas le sien. Bouleversé, il pousse un cri choqué, s'interrogeant sur l'identité des parents biologiques. La réponse n'a surpris personne: Robert est bien l'enfant naturel de Jolie. Reprenant son souffle, Nick s'exclame: d'autres que nous, Shirley? C'était affirme: oui, Robert est le fils biologique de Jolie. Monsieur Chinland ajoute: et non, elle n'a pas été enceinte au cours des 2 dernières années. Nick a du mal à comprendre: c'est impossible. Nick s'accrochait désespérément à l'espoir, même s'il savait qu'il n'était pas nécessaire d'être enceinte pour avoir un enfant dans le monde d'aujourd'hui. Le parrain affiche un sourire en coin, se réjouissant manifestement du choc et de la déception de Nick. Et elle commente les progrès remarquables de la médecine de nos jours. En assistant à ce scénario, Kurt se rappela l'horreur qu'il avait vécue il y a 2 ans lorsqu'il avait appris que sa meilleure amie était gravement malade et qu'elle n'avait que peu d'espoir de guérison. Et elle a été étonnée de voir avec quel calme elle parlait du temps limité dont elle disposait et de son souhait de devenir mère. Elle a expliqué qu'elle avait conservé ses ovules avant de commencer le traitement. Consciente du défi que représentait le fait d'élever son propre enfant. Kurt lui a demandé si Nick était prête à élever l'enfant seule, ce à quoi elle a répondu avec hésitation, exprimant des réserves quant au caractère de son conjoint et à sa réaction face à son état. Elle réfléchit à la manière d'aborder le sujet de l'avenir du bébé, ne sachant pas quelle approche adopter. « Je veux que tu sois le père de mon enfant, » dit-elle d'une voix excitée. Kurt est pris au dépourvu. « Tu plaisantes? Vous êtes marié? » répond-il. Oui, je suis marié et cela ne changera pas. J'ai pris ma décision. Nous n'aurons pas de relation physique. Ce n'est pas possible compte tenu de ma situation. Je ne peux pas porter le bébé en raison de mon état de santé. J'ai fait congeler mes ovules. Nous avons besoin du matériel biologique du futur père. Nous avons également besoin d'une mère porteuse, ce qui est possible de nos jours. Au début, Kurt a trouvé cela absurde, pensant qu'il s'agissait des pensées désespérées d'une femme troublée. Cependant, elle avait un plan détaillé, avait fait des recherches, réglé des questions juridiques, organisé des services dans une clinique de reproduction et même trouvé une mère porteuse. J'ai besoin d'un donneur pour être le père de notre bébé. Je veux laisser un héritage derrière moi. Mais je me demande à qui appartiendra le bébé. Je vous fais confiance. Je suis certaine que vous seriez un excellent père, compte tenu de notre longue histoire ensemble. Vous voudrez peut-être fonder votre propre famille. S'il vous plaît, prenez le temps d'y réfléchir avant de répondre. Après ce qui s'est passé avec Nick, il est essentiel pour moi que le père de mon enfant accorde plus d'importance qu'à l'argent et ne profite pas de mes ressources. Le mariage m'a rendue plus consciente, grâce aux leçons apprises de Nick. J'ai acquis de précieuses expériences de vie. Heureusement, la richesse financière ne vous concerne pas, vous êtes aisé, tout comme mon père. C'est la réponse de l'homme qui corrige le point de vue de Jolie. Il lui a assuré que ses besoins seraient satisfaits, reconnaissant son dévouement à l'entreprise familiale. Et elle a compris qu'un homme élevé dans la pauvreté peut toujours craindre la pénurie. S'il manque d'intégrité, cela peut représenter un défi important. Se souvenant de son passé, Angelina Jolie a tristement ajouté: « Je suis vraiment perplexe. L'image que j'ai de la paternité a radicalement changé. Je me rends compte que je ne peux pas prendre cette décision seule, j'ai besoin des conseils de mes parents et de ma famille proche. Je dois leur demander conseil. » Angelina Jolie a confié à Kurt une promesse secrète avant d'impliquer sa famille. La discussion avec les parents de Kurt a été ardue. Son père est resté neutre, acceptant de soutenir son fils et le petit enfant à venir. En revanche, sa mère s'est montrée moins ouverte. Comme toutes les mères,
elle souhaitait que son fils épouse une femme bien née et ait des enfants. Elle éprouvait une profonde compassion pour Joly, qu'elle connaissait depuis l'enfance et qu'elle tenait en haute estime. Cependant, cette demande représentait un défi important pour elle en tant que mère. Accepter que la mère de son petit enfant potentiel soit mourante et que l'enfant soit porté par une autre femme a été une pilule difficile à avaler. Et la peur que l'enfant hérite de la maladie était omniprésente, ce qui la mettait mal à l'aise. Malgré ce malaise, elle s'est efforcée d'assurer la sécurité de son petit-fils. Kurt a rassuré la femme anxieuse dans une certaine mesure en précisant que Joly n'était pas atteinte d'une forme héréditaire de la maladie. Cette révélation a apaisé ses inquiétudes, mais pas complètement. Après mûre réflexion, elle décide de soutenir la décision de son fils. Kurt, lui aussi, est confronté à des troubles intérieurs. La proposition inattendue de J l'a laissé perplexe, mais après y avoir réfléchi, il n'a pas vu de raison de refuser. Et elle transmet son accord à Joly, qui est ravi. Et il commence à exécuter son plan étape par étape. Pendant que Kurt contemplait ce changement de vie, Monsieur Chinland s'est souvenu d'une conversation qu'il avait eue avec Angelina Jolie il y a un peu plus de 2 mois. Elle a exprimé son profond respect pour Monsieur Chinland en tant que second père et l'a vivement encouragé à devenir le tuteur de son fils. Pensant d'abord qu'elle délirait, Monsieur Chinland a été choqué lorsque Joly lui a révélé toute l'histoire. Joly et Kurt avaient pris une décision audacieuse et l'avaient gardée cachée pendant longtemps. Quel âge a le bébé maintenant ? Demande Monsieur Chinland. Robert a 8 mois, a répondu Joly en souriant. Vous savez vraiment comment surprendre, a remarqué Monsieur Chinland, encore sous le choc. Je ne veux pas que Nick découvre l'existence de l'enfant avant mon décès. Il ne l'apprendra que lorsque mon testament sera révélé. J'ai déjà fait rédiger le testament et il est en sécurité chez le notaire. Cependant, il reste un aspect non résolu, Robert n'aura qu'un seul parent. J'ai réévalué de nombreux aspects de ma vie et je ne veux rien laisser au hasard. Kurt a ses parents, donc s'il lui arrive quelque chose, Robert ira les voir. Mais je veux aussi que tu aies des droits, juste au cas où. Sentant le danger potentiel dans la réaction de Nick, malgré le fait que le mari de Joly mérite un tel traitement, le vieil homme a fait allusion au risque. Joly, êtes-vous sûr que c'est ainsi que vous voulez traiter votre mari ? C'est un homme répugnant qui s'implique dans des activités douteuses. Pourquoi chercher une telle vengeance posthume ? Exprime-t-il prudemment avant de s'excuser pour sa franchise. Cela fait 2 ans que j'y réfléchis. J'ai vu naître Robert, j'ai été témoin de l'amour de Kurt pour lui, j'ai observé l'adoration de ses parents. Je n'ai besoin de rien de plus. J'ai accepté la situation. Ce qui me dérange le plus, c'est que les gens me parlent de guérison mystique. En ce qui concerne Nick, je l'aimais profondément. J'avais une confiance totale en lui, mais il s'est révélé ingrat. Il visite mon hôpital comme s'il s'agissait d'une tâche ardue. Étonnamment, ce sont ses petites amies qui l'ont amené ici. Un vieil homme a acquiescé silencieusement, l'amertume transparaissant dans son expression, et je ne peux pas l'oublier. Il accorde plus d'importance à l'argent qu'à sa propre maison. C'est pourquoi j'ai décidé de lui donner une leçon. Et elle sera prise par surprise, car j'ai tout gardé secret pour vous. C'était un défi pour moi. Je voulais vous présenter mon fils tout de suite, mais j'ai été extrêmement prudent, m'assurant que personne n'informerait Nick par inadvertance. Cela pourrait être mon adieu à lui. Je lui ai même écrit une lettre qui sera remise par le notaire. Chinland a tenté de dissuader sa filleule à plusieurs reprises, car il trouvait sa décision peu judicieuse. Néanmoins, la femme est restée ferme et il a dû accepter ses souhaits. En fin de compte, c'est sa décision finale qui doit être respectée. Dans le bureau du notaire, un silence soudain s'est installé, chacun étant perdu dans ses pensées. Il n'est pas nécessaire d'être devin pour prédire que Nick a maudit Joly de toutes les façons possibles. Les individus comme lui ne se rendent pas compte de leurs propres fautes et que les réactions des autres peuvent être justifiées. Une telle réflexion est trop complexe pour eux. Pourquoi se donner la peine d'examiner ses propres problèmes ? Il est intéressant de noter que c'est Shirley qui a rompu le silence. Elle tenta de guider son partenaire vers la sortie en le prenant par le coude, mais Nick était déterminé à rester,
car il devait encore finir de parler. Es-tu certain que je n'ai droit à rien du tout? Une part obligatoire ou quoi que ce soit d'autre? Je suis le mari, après tout, s'exclame l'homme. Même Shirley grimaça devant son comportement, aux grandes dames des autres personnes présentes. Le vieux notaire, habitué à de telles manières, ne se laissa pas décontenancer. Conformément au testament, vous ne faites pas partie des personnes ayant droit à une part obligatoire de l'héritage. De plus, j'ai minutieusement examiné votre contrat de mariage, qui se trouve ici, annonce le notaire en tapotant l'épais dossier posé sur la table. Même si vous décidez de faire appel à la justice, vos chances sont minces, bien que vous en ayez le droit, a-t-il ajouté. Je vais contester cela. On ne sait pas qui est vraiment ce prétendu enfant illégitime, poursuit Nick, à chaud, sans se rendre compte de ce qu'il dit. Kurt se retint de confronter l'homme arrogant. Même Monsieur Chinland, habituellement calme, devient rouge de colère. Seul le notaire resta calme, considérant cela comme un jour de travail comme les autres. Voici non seulement l'acte de naissance de l'enfant, mais aussi des dossiers médicaux qui prouvent sans équivoque sa filiation. En outre, les résultats des tests ADN, conformément aux souhaits du défunt, confirment que votre femme est bien la mère biologique de Robert Turgon. Je dois vous dire que tous les documents ont été rassemblés de manière exhaustive et complète. Puis-je les consulter? Nick a exprimé son désir d'examiner les preuves. Non, vous ne pouvez examiner que la partie qui vous concerne. Tous les autres documents, en particulier ceux qui concernent un enfant, ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord des parents. Il n'en est pas question. Kurt s'est immédiatement interposé, déclarant que cela ne pouvait se faire que dans le cadre d'une procédure judiciaire, où le tribunal peut exiger ces documents s'il le juge nécessaire. Cette intervention est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Fink. Et elle sort du bureau en claquant la porte derrière lui, bien décidée à ne pas laisser cette affaire en suspens. En revanche, sa maîtresse s'est montrée plus courtoise. Elle a fait ses adieux et est partie discrètement. En refermant la porte derrière elle. Est-il important qu'il n'ait pas signé pour confirmer que le testament lui a été lu? Monsieur Chinland s'est renseigné auprès du notaire. Beaucoup d'individus se comportent de la même manière. Ce n'est qu'une formalité, le rassure le notaire. Ce serait amusant si ce n'était pas si tragique. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Jolie a pu être impliquée avec lui, a déclaré Monsieur Chinland à voix haute, même si sa question est restée rhétorique. Les deux hommes ont rapidement signé les documents requis et échangé des poignées de main. Monsieur Chinland a aidé Kurt à placer le jeune Robert dans la poussette. Voulez-vous vous joindre à nous? J'ai envie de me promener pour prendre l'air, ce qui est bon pour le bébé, demande Kurt. Certainement, je vous accompagne un moment. Ils marchent en silence, le seul bruit étant le murmure des roues de la poussette. Pensez-vous que Jolie serait satisfaite de la façon dont je gère cette situation? Demanda finalement Kurt, exprimant l'inquiétude qui le préoccupait. Je suis certain que vous êtes un excellent père, et il est évident que vous vous aimez tous les deux. Le parrain de Jolie le rassure. Honnêtement, il y a une chose qui me préoccupe. Tu te souviens, Jolie m'a dit que je lui avais déconseillé ce qui s'est passé chez le notaire. Faites-vous référence à la situation concernant le testament et à la façon dont Nick a appris l'existence de Robert? Monsieur Chinland acquiesce. Bien sûr, Kurt répond, c'est moi qui, dès le début, ai soulevé des questions à ce sujet. Je n'ai jamais aimé l'idée. C'est une personne méprisable, pleine de colère, d'ignorance et de cupidité. Pourquoi le provoquer? J'ai même envisagé de l'informer après la naissance du bébé que Jolie l'avait caché, mais j'ai estimé que ce n'était pas à moi de le faire. Je pensais qu'elle avait délibérément évité de l'affronter et qu'elle nous avait confié ses conflits. Aujourd'hui, en le voyant sans honte avec cette femme, je me suis demandé si j'aurais dû rester sur mes positions. Sa réaction et son regard, c'était troublant. Il aurait peut-être été préférable de s'occuper de lui plus tôt. Je ne crois pas que Jolie ait voulu s'engager avec lui non plus, et cela a influencé ma décision. Quant à la vengeance, elle l'a cherchée par amour profond, malgré ses déclarations ultérieures. Son affection intense l'a égarée,
et il ne semblait pas y avoir d'autre issue à cet amour corrompu. Ma pauvre fille. Le vieil homme essuie une larme qui coule sur sa joue. Ne la pleurons pas, c'était son souhait. Elle voulait que nous dirigions tout notre amour, qui lui était destiné, vers Robbie. Kurt console le parrain de Jolie pendant que les autres hommes partagent leurs souvenirs. Nick et Shirley observent depuis la voiture, discutant du même sujet. Alors, vous ne recevrez rien, c'est ça, demande la jeune fille, incrédule, en clignant rapidement des yeux. Tu es si naïve. Tu as entendu dire qu'il n'y avait aucune chance à cause de cet enfant trouvé. D'accord, allons-y. Nous devrions rassembler au moins quelques objets de valeur et les transférer dans mon appartement. 3 jours plus tard, Kurt trouve enfin le courage de se rendre au domicile de Jolie, qu'il découvre désert. Il s'est préparé à une confrontation et a même engagé 2 agents de sécurité pour se protéger. Cependant, Nick a pris la bonne décision en retournant chez lui, bien sûr, en emportant beaucoup d'objets de valeur. Aujourd'hui, Nick est assis seul dans la modeste cuisine de son petit appartement, en train de siroter un verre de whisky. Shirley l'avait quitté, comme prévu. Pourquoi resterait-elle avec un homme dans le besoin, alors que Nick contemple sa situation actuelle? Des souvenirs remontent à la surface pour expliquer comment il en est arrivé là. Autrefois, les femmes le payaient pour sa compagnie, mais aujourd'hui, il devait offrir de l'argent à une jeune et belle fille pour être en sa présence. Paradoxalement, Nick, ancien gigolo, dépassé par les événements et affaibli par ses vices, ne se sentait pas responsable de la situation dans laquelle il se trouvait. Dans son esprit, son ex-femme était l'antagoniste qui avait épuisé ses forces et écrasé ses aspirations, partant sans laisser d'héritage. Il attendait l'héritage avec impatience. Dans ses rêves, il se voyait jeune, beau, prospère et immensément riche. Cependant, Shirley lui a infligé un terrible retour à la réalité en lui révélant quelques dures vérités. Personne ne l'estimait vraiment, il n'était qu'un ivrogne sans ressources enveloppé d'illusions grandioses. Accepter cette dure réalité a été un véritable défi. Les fondements de ses ambitions de richesse et de réussite, qui reposaient en grande partie sur son ex-femme, se sont effondrés comme une fragile pile de cartes. Ses espoirs de devenir un entrepreneur prospère ont été anéantis. Aveuglé par son orgueil, il ne reconnaît pas son rôle dans sa chute, préférant rejeter la faute sur sa défunte épouse, qu'il considère comme la source de tous ses maux. Reclus dans un état d'ébriété pendant près de 2 semaines, Nick a cherché à fuir les dures vérités, nourrissant son amertume chaque jour qui passait. Après une matinée morose marquée par une gueule de bois, il a finalement atteint un point de rupture. Il s'est rendu compte qu'il était inutile de réussir ou de se venger de Jolie en buvant de l'alcool. Nick se sent profondément déshonoré. Quelques jours plus tôt, des représentants de M. Chinland étaient apparus, lui confisquant de force ses clés de voiture et rendant nulle et non avenue la procuration accordée par Joliet, précisant que l'autorité légale s'éteignait à la mort de l'émetteur. L'un des hommes a fait une remarque cinglante. Ne saviez-vous pas que la procuration perd sa validité juridique après le décès de l'auteur de la procuration? Dans sa perception, Nick s'est dépeint comme un saint qui s'est tenu inlassablement aux côtés de sa femme malade. Ignorant commodément sa tromperie permanente, ses habitudes de jeu, sa dépendance à l'alcool et le traitement dédaigneux qu'il réservait à sa femme, il se lamentait de ne pas pouvoir la confronter, répétant à de nombreuses reprises: quel dommage qu'elle soit partie et que je ne puisse pas la confronter. J'ai lutté pour contrôler mon envie, me rassurant en me disant que ma patience serait grandement récompensée. L'idée de me venger d'elle et de décider de la marche à suivre a commencé à occuper mon esprit. J'ai d'abord envisagé de profaner sa tombe, puis, réfléchissant à ce qui était précieux pour Jolie et à ce qui lui infligerait la plus grande souffrance, j'ai vu une autre option se dessiner. Une vague d'excitation a traversé Robert Nick lorsque cette idée l'a frappé comme un éclair. Il glousse méchamment, ayant enfin formulé son plan de vengeance. Bien qu'il y ait de nombreux détails à régler et à organiser, il a déterminé l'objectif principal, éviter de faire du mal à Robert. Quelle est la peur la plus angoissante d'une mère? L'incapacité à aider son enfant en détresse? C'est précisément la voie qu'il a choisie. Son plan de vengeance élaboré était simple: enlever le nourrisson, l'emmener loin et le laisser dans un orphelinat au bout d'1 semaine.
Les pensées de vengeance et les scénarios imaginaires alimentaient l'esprit de Nick, si tant est qu'il en possédait un point. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas souri de façon aussi malveillante. Certes, son sourire sinistre semblait plutôt menaçant et glacial, mais l'époux de Jolie restait indifférent. Certains pourraient même dire qu'il était satisfait. Alors qu'il considérait méticuleusement chaque aspect, un sentiment d'euphorie l'envahissait. Bien que la cible de son animosité ne se trouve pas à proximité, Nick imagine avec enthousiasme les tourments qu'endurera Jolie en raison de son incapacité à aider son enfant. Après avoir finalisé le plan en théorie, il commença à envisager les aspects pratiques. Elle devait recueillir des informations détaillées sur les allées et venues de Robert et sur les personnes qu'il côtoyait en dehors de son domicile, afin de choisir avec soin le lieu et le moment idéaux pour commettre son acte illégal. Nick avait déjà entretenu des relations étroites avec Kurt et connaissait ses parents pour s'être rendu à leur domicile. Il savait également que leur communauté de banlieue haut de gamme bénéficiait d'une sécurité renforcée. En réfléchissant à son plan, Nick a pris conscience des obstacles qu'il allait rencontrer. Il n'était pas certain de pouvoir déterminer le temps qu'il passerait à observer les activités et les mouvements quotidiens de l'enfant depuis les bois avec des jumelles. Le risque en vaut-il la peine? Nick en est persuadé. Son bien-être mental s'est considérablement détérioré après la lecture du testament. Elle a détruit ma vie, maintenant je vais avoir un impact sur la vie de son riche héritier. Il comptera sur le soutien de l'État, et sa défunte mère sera témoin de l'au-delà, réalisant sa responsabilité dans tout cela, pensa-t-il en riant malicieusement. Et si une personne extérieure avait observé Nick à ce moment-là, elle aurait remarqué le changement radical de son état d'esprit et aurait envisagé de chercher une aide professionnelle pour lui. Malheureusement, il n'y a pas de garantie dans l'histoire. Nick s'est acharné à poursuivre ses objectifs, même s'ils semblaient irrationnels, il est resté déterminé jusqu'à la fin. Au lieu d'observer, il a passé 2 jours entiers à prendre les dispositions nécessaires. Nick a méticuleusement repéré toute la zone pour découvrir le point d'observation parfait, en particulier celui qui surplombe la vaste maison de Turgut dans la colonie. Tout en restant caché, l'homme a consacré son temps et ses efforts à découvrir l'endroit idéal à tous points de vue. Pendant plus d'une semaine, Nick Rose s'est levé tôt et s'est rendu à la maison isolée, jusqu'au crépuscule, observant méticuleusement avec des jumelles, notant toutes les activités, les arrivées et les départs. Elle a rigoureusement consigné les détails dans son carnet. Sa surveillance a révélé qu'un enfant était pris en charge par la grand-mère, Kurt et une nounou. Réalisant que Kurt et sa mère sont des connaissances qui pourraient rapidement le reconnaître, Nick les élimine de ses plans pour éviter d'être puni. Anticipant les enquêtes de la police, il a cherché à les détourner. Elle a donc choisi la nounou comme cible de son plan. Reconnaissant sa routine avec Robert le long de chemins spécifiques, Nick a saisi une opportunité un mercredi, alors qu'elle se promenait avec l'enfant endormi. Alors qu'Annie s'aventurait au-delà des limites de l'établissement, le long d'un sentier forestier, pour rencontrer une autre nounou, leur conversation et leur rire parvinrent aux oreilles de Nick. Pour rester discret et éviter les soupçons, il réduisit ses visites quotidiennes, réservant sa présence au seul mercredi, qui coïncidait avec la promenade diurne de la nounou. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Tous les mercredis, la nounou s'aventurait hors de la sécurité de l'établissement et suivait le sentier à travers la forêt. Pendant 4 mercredis consécutifs, il a surveillé le processus avec diligence pour s'assurer de sa parfaite exécution. Le 4e mercredi, il était certain qu'il reviendrait la semaine suivante à la même heure pour emmener l'enfant avec lui. Pour mettre son plan à exécution, il s'est procuré discrètement un puissant pistolet paralysant dans un marché local, en payant en liquide pour éviter toute traçabilité. Il a élaboré une stratégie minutieuse dans les moindres détails afin d'éviter d'être repéré ou capturé. Il s'est également procuré une vieille voiture, dont il a remplacé les plaques d'immatriculation par des plaques volées, et l'a garée à un endroit stratégique pour s'enfuir rapidement, tout en restant suffisamment discret pour ne pas attirer l'attention. En outre, il a pris des mesures pour se déguiser, dissimulant son physique et son visage afin d'éviter d'être reconnu. Son esprit était accaparé par les pensées de l'enlèvement,
qui l'assaillait à chaque instant et qui s'infiltrait même dans ses rêves avec des images très vivantes. À l'approche du jour fixé, il a perdu près de 7 kilos et n'est plus que l'ombre de lui-même. Un simple coup d'œil suffit à inspirer la crainte à ceux qui croisent son chemin. L'agitation de son psychisme, parsemée de névroses et d'obsessions, devenait évidente sur son visage. Un mercredi particulier, il a garé sa voiture à un endroit prédéterminé et a attendu le moment crucial. En regardant la nounou s'approcher progressivement avec la poussette le long du sentier forestier, il frémit d'inquiétude. La planification minutieuse et le détachement émotionnel l'avaient éloigné de la dure réalité de ses actions imminentes. Et elle était sur le point d'affronter une inconnue, prévoyant d'utiliser un pistolet paralysant sur elle, de prendre l'enfant dans la poussette et de s'enfuir dans sa voiture. Nick avait imaginé le scénario différemment, s'attendant à ce que ce soit comme un jeu vidéo. Mais la réalité l'a frappé, avec la présence réelle de la femme, le bébé dans la poussette, explorant innocemment les environs. Bien que naturellement non violent, Nick a eu du mal à franchir cette limite. Pourtant, son animosité envers Jolie l'a poussé à poursuivre son plan. S'approchant de la nounou de l'enfant, il l'a poussée de force sur le côté, la faisant trébucher et tomber. Et elle a ensuite utilisé un taser sur elle, la rendant inconsciente sous l'effet du choc. Il ne restait plus qu'à prendre l'enfant dans la poussette et à se précipiter vers la voiture. Mais les choses ont pris une autre tournure. Alors qu'il se penche pour défaire les ceintures de sécurité, il reçoit soudain un coup violent à la tête, qui le fait s'effondrer sur le sol. L'instant d'après, il s'est fait gronder par un homme âgé qui se tenait au-dessus de lui et qui l'a immobilisé en lui attachant les mains. Nick perd à nouveau connaissance. L'individu inattendu s'est avéré être un garde-chasse populaire dans 2 quartiers aisés adjacents. Son poste de garde était stratégiquement situé au centre, juste après une clairière où se rassemblaient souvent les nounous des localités voisines. Caché dans un feuillage dense, Nick n'avait pas remarqué sa résidence ce jour-là. Mayo, qui revenait d'un magasin voisin, avait remarqué des activités suspectes et en avait parlé plus tard à l'officier de police. J'ai remarqué une personne qui montait la garde, vêtue de noir, malgré la chaleur du matin. J'ai décidé d'observer et d'enquêter. Grâce à sa vaste expérience de garde-chasse, Monsieur Mayor était capable de se déplacer silencieusement dans la forêt. Pour ne pas déranger la faune, je me suis caché derrière un arbre et je suis resté aux aguets. Soudain, j'ai vu un homme attaquer une femme et la faire tomber. J'ai d'abord cru qu'il l'agressait, mais il essayait d'atteindre un enfant. Je suis rapidement intervenu, le frappant avec un bâton que j'avais ramassé par précaution. Le maire m'a félicité. Bravo, Monsieur Maillot, vous êtes devenu un héros local. Regardez, la presse est déjà en train de se rassembler. Il souhaite vous interviewer, signer ce rapport de police et se réjouir de votre nouvelle célébrité, a déclaré l'un des officiers. Non, je ne les approcherai pas. Je ne cherche pas ce genre d'attention, a répondu le garde-chasse, en se retirant discrètement pour éviter d'être suivi. Maillot ne considère pas son action comme extraordinaire, estimant que n'importe qui aurait fait la même chose dans sa situation. Comment ne pas l'aider lorsque des personnes sans défense sont en danger? Quelques heures plus tard, Kurt se présente au domicile de Monsieur Maillot. Bonjour, je suis le père du garçon que vous avez sauvé aujourd'hui. C'est un bon garçon. Il s'est rapidement calmé lorsque je l'ai pris dans mes bras, c'est un jeune garçon si courageux et si brillant. Je vous remercie infiniment. C'est une bénédiction que vous ayez été là. Nous sommes très reconnaissants que vous n'ayez pas ignoré la situation. Kurt était au bord des larmes, submergé par la gratitude. La journée avait été remarquablement intense, le laissant émotionnellement secoué. Comment puis-je vous remercier, demanda Dash-T-Dash. Il n'y a pas lieu de me remercier. Qui compte les points quand la vie d'un enfant est en jeu. Monsieur Maillot est sincèrement surpris d'être remercié pour ses actions, mais Kurt persiste. Eh bien, si vous insistez, un nouveau costume de chasse et peut-être un peu de nourriture pour mon chien serait apprécié, bien sûr. Pas de problème, d'ailleurs, si vous n'insistez pas. Je me permets de vous demander si tout cela a été fait pour de l'argent? Est-ce que tout cela a été fait pour de l'argent, demande un garde-chasse curieux.
Oh, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que cela, répond Kurt. Eh bien, n'hésitez pas à partager si cela ne vous dérange pas trop. Je vis un peu isolé ici, dans un vide d'informations, pour ainsi dire. Kurt commença à raconter les événements décousus de leurs dernières années, y compris la maladie de Jolie, leur décision parentale non conventionnelle, sa mort subséquente et la vengeance contre son mari qui s'ensuivit. L'enquêteur m'a informé que Nick était profondément blessé. Comme tout le monde le supposait, ses actions étaient uniquement motivées par l'appât du gain. En fait, il était rongé par la vengeance, explique Kurt. Kurt était soulagé que M. Maillot se soit renseigné sur cette histoire complexe. Il était impatient de la partager avec quelqu'un qui cherchait un point de vue impartial de la part d'une personne extérieure. Il se demandait s'ils avaient poussé Nick à la folie et à la vengeance. S'il ne s'agissait que de lui, Kurt ne souffrirait pas autant de réflexivité. Mais tout ce que lui et Jolie ont fait est revenu à leur fils. Après avoir raconté son histoire, Kurt se tourne vers M. Maillot, un observateur impartial, et lui demande « Pensez-vous que nos actions l'ont poussé à cet extrême ? Sommes-nous à blâmer pour sa soif intense de vengeance ? Vous êtes sérieux ?» Kurt continua, s'adressant à M. Maillot, un homme adulte s'engageant dans un dialogue aussi irrationnel. Votre ami Nick s'est toujours arrangé pour trouver une excuse, même s'il n'en a jamais eu besoin. Il s'est marié pour l'argent, s'est engagé dans l'infidélité, a maltraité sa femme malade et s'est fait des illusions en pensant que tout était de sa faute. Qu'a-t-elle fait de mal lorsqu'elle s'est vengée une fois ? Qu'elle a perdu patience et qu'elle n'en pouvait plus ? Oh, comme elle a touché son point sensible, son portefeuille. En revanche, bien joué, la femme a conçu un tel plan et l'a exécuté avec succès. Cette réalité crue du point de vue d'un étranger a profondément touché Kurt. Elle réfléchit attentivement à chacun des mots de M. Maillot avant de reconnaître « Je vous suis également redevable de vos précieux conseils ». Kurt répond par un sourire, auquel le garde-chasse répond nonchalamment par un signe de la main. Ils se quittent en amis, M. Maillot assurant qu'il gardera un œil sur le jeune garçon. J'ai entendu dire un jour que les Chinois ont une croyance, ou peut-être une sagesse, qui sait comment l'appeler, selon laquelle si vous sauvez la vie de quelqu'un, vous en portez la responsabilité indéfiniment. Ne vous inquiétez donc pas pour Robert. Je veillerai sur lui. Sur ces mots d'adieu, le garde-chasse s'engage. Fidèle à sa promesse, il se rendit régulièrement au domicile de Kurt et devint un membre apprécié de sa nouvelle famille aimante. Le tribunal a finalement condamné Nick à plusieurs années d'incarcération. Pendant cette longue période, le ménage réussit à se calmer et à reprendre sa routine habituelle. La famille a finalement trouvé un certain soulagement. M. Chinland rendait régulièrement visite à l'enfant et s'en occupait, remplissant consciencieusement les responsabilités que lui avait confiées sa filleule. Kurt a rencontré une mère célibataire dont la fille est dans la même classe de maternelle que Robert. Les enfants s'entendent bien et les parents de Kurt espèrent que cette fois-ci, la vie personnelle de leur fils prospérera et que Robert aura une belle-mère et une sœur attentionnées, peut-être même plus d'une sœur. Cependant, comme il l'a promis à Jolie, Kurt veillera toujours à ce que Robert se souvienne de sa propre mère. Il parle souvent d'elle, lui montrant des photos et des vidéos. Et elle le rassure continuellement sur l'amour profond et la présence de sa mère, qui le protège et veille sur lui, même s'il ne peut pas l'apercevoir.